Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on aborde un problème bien connu des athlètes, la douleur cervicale aiguë. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est particulièrement fréquent et même handicapant dans les sports de combat. Exactement. On pense aux impacts, aux prises, le coup est mis à rude épreuve, quoi. Chez les combattants de MMA, les judokas ou même en jiu-jitsu brésilien. Tout à fait. Ça peut vraiment limiter la performance et puis ça augmente le risque de blessures plus sérieuses. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble une étude scientifique, toute récente. Ah oui? Laquelle? Elle s'intitule Combination of Manual Therapy and Dry Needling Effectively Improves Acute Neck Pain and Muscular Tone and Stiffness in Combat Sports Athletes, a Randomized Controlled Study. D'accord, un titre assez explicite. Oui. Les auteurs sont Adrian Kouchzal, Philippe Emmanuel Clémenté, Sébastien Clich, Adam Kawczynski et Robert Tribulski. Et c'est paru dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 23, pages 852 à 862 en décembre 2024. Très récent, en effet. Et la question centrale de cette recherche, elle est assez directe. Est-ce que le fait d'ajouter le dry needling, l'acupuncture sèche, à une thérapie manuelle, disons, classique, ça apporte un vrai plus, un bénéfice supérieur par rapport à la thérapie manuelle seule pour ces douleurs cervicales chez ces athlètes spécifiques? Question pertinente. Donc, on va regarder ensemble le contexte, comment ils ont fait l'étude, les résultats importants, et puis surtout ce que ça implique pour les athlètes et les thérapeutes. Tout à fait. C'est crucial de savoir si combiner des approches, ça optimise vraiment la récupération. Pour ces sportifs de haut niveau, chaque détail compte. Absolument. Et cette étude, justement, elle compare une approche standard à une approche combinée, voir s'il y a un avantage réel, mesurable. Bon, alors, commençons par le commencement, le contexte. Pourquoi le cou trinque autant dans ces sports? Comme tu le disais, il y a les impacts directs, mais aussi beaucoup de mouvements répétitifs de la tête, des épaules. Les contraintes des saisies, des projections? Exactement. Tout ça, ça crée une accumulation de stress mécanique, musculaire, sur la région cervicale. C'est inévitable en quelque sorte. Et ça mène à quoi concrètement dans les muscles? Ça favorise l'apparition de ce qu'on appelle des points gâchettes myofasciaux, les MTRP pour faire court. Des nœuds, c'est ça? Oui, c'est une bonne image. Ce sont des zones très irritables, un peu comme des nœuds, au sein d'une bande musculaire qui est déjà tendue. D'accord. Ces points sont douloureux quand on appuie dessus, bien sûr, mais le problème, c'est qu'ils peuvent aussi causer des douleurs qui irradient, parfois loin du point lui-même. On appelle ça des douleurs référées. Ah oui. Et ça s'accompagne souvent de raideur, et ça peut même perturber le fonctionnement normal du muscle. Le surmenage physique, c'est un déclencheur typique. Et si on laisse traîner ces points gâchettes, cette douleur, quelles sont les conséquences possibles? L'article en parle. Oui, et ce n'est pas anodin. Au-delà de la gêne, l'étude mentionne des risques accrus de problèmes au niveau des disques intervertébraux Ah quand même. et des arrêts d'entraînement qui se prolongent, et dans les cas les plus sérieux, ça peut aller jusqu'à compromettre une carrière sportive. D'où l'importance des thérapies. L'étude se concentre sur deux approches, c'est ça? Exactement. D'un côté, la thérapie manuelle, l'ATM. Dans leur protocole, c'était principalement deux techniques. Lesquelles? D'abord, la compression ischémique. C'est une pression directe maintenue sur le point gâchette. Environ 90 secondes dans l'étude. D'accord. Et ensuite, des techniques de friction, un peu comme un massage transversal profond, le long de la bande musculaire tendue. L'objectif, c'est de relâcher la zone, d'améliorer la circulation locale, l'oxygénation du tissu. Ok, ça c'est pour la thérapie manuelle. Et l'autre approche? C'est le dry needling, ou DN, la poncture sèche. Là, on utilise une aiguille très fine, elle ressemble à une aiguille d'acupuncture, mais attention. Oui. La philosophie derrière est différente. Ce n'est pas basé sur les méridiens de la médecine chinoise, mais sur notre compréhension occidentale de la neurophysiologie musculaire. L'aiguille est insérée directement dans le point gâchette. Et ça fait quoi l'aiguille? L'idée, c'est de provoquer un relâchement musculaire. Parfois, ça déclenche une petite secousse musculaire réflexe, ce qu'on appelle la local twitch response. Ça aide aussi à stimuler les processus locaux de guérison et à réduire la douleur via différents mécanismes neurophysiologiques. D'accord. Donc l'étude a comparé deux groupes d'athlètes. C'est ça. Le premier groupe, appelé MTDN, a eu la totale. Thérapie manuelle plus dry needling réel. D'accord? Et le second groupe, le groupe contrôle, noté CG, a reçu la thérapie manuelle, mais avec un dry needling sham, factice quoi. Sham, c'est-à-dire... Ils utilisaient une aiguille spéciale, rétractable. Elle donne l'impression de piquer, la sensation sur la peau, mais en fait, elle ne pénètre pas. Ah, astucieux.
pour isoler l'effet propre de la pénétration de l'aiguille. Exactement. Et détail super important, les athlètes, eux, ils ne savaient pas s'ils recevaient le vrai dry needling ou le faux. C'est ce qu'on appelle une étude en simple aveugle. Essentiel pour la rigueur méthodologique. Et donc, la question fondamentale derrière tout ça, c'est est-ce que cet aspect invasif du dry needling, Le fait de piquer, oui. est-ce que ça apporte un bénéfice réel, mesurable, significatif, qui va au-delà de ce que la thérapie manuelle fait déjà et au-delà de l'effet placebo potentiel lié au fait de recevoir une piqûre même factice? En gros, est-ce que ça vaut le coup de piquer? C'est un peu ça, oui. Est-ce que l'aiguille fait vraiment une différence tangible dans ce contexte précis? Alors, voyons comment ils ont essayé de répondre à ça. La méthodologie. C'était solide? Oui, ils ont utilisé ce qu'on appelle un essai contrôlé randomisé ou RCT, en simple aveugle comme on l'a dit. La référence en recherche clinique. Tout à fait. L'étude a d'ailleurs été menée en respectant les directives internationales consortes, ce qui est un gage de qualité pour la manière dont les résultats sont rapportés, et bien sûr, ils ont obtenu l'approbation d'un comité d'éthique. Et les participants? Qui étaient inclus? Alors, ils ont recruté 30 athlètes masculins, des pratiquants de sports de combat, MMA, judo, jiu-jitsu brésilien. Ok. L'âge moyen tournait autour de 26 ans et ils étaient considérés comme bien entraînés, niveau national, ce que l'étude appelle tiers 2. Et le critère principal pour participer? Il fallait qu'ils souffrent d'une douleur cervicale d'un seul côté, une douleur récente, l'étude parle de aiguë dans ce contexte sportif, même si elle durait depuis plus d'un mois avec une intensité d'au moins 3/10 sur une échelle de douleur. D'accord. Et surtout, il fallait qu'on puisse identifier des points gâchettes actifs dans le muscle trapèze supérieur de ce côté douloureux. Logique. Et ces 30 athlètes? Ils ont été répartis au hasard, de manière aléatoire dans les deux groupes. 15 dans le groupe MTDN, thérapie manuelle plus vrai dry needling, et 15 dans le groupe contrôle, CG, thérapie manuelle plus faux dry needling. Et le protocole de traitement, ça se passait comment? Chaque participant a reçu 3 séances de thérapie, selon le groupe auquel il appartenait. 3 séances en tout. Oui, et ces séances étaient espacées de 3 jours. Une consigne importante aussi, pas d'entraînement intense pendant les 48 heures avant et après chaque séance. Pour ne pas tout mélanger, j'imagine. Exactement, pour ne pas que l'entraînement vienne interférer avec les effets potentiels de la thérapie qu'on voulait mesurer. Justement, les mesures. Comment ils ont évalué les effets? Et quand? Alors, les mesures ont été faites par des physiothérapeutes formés à des moments bien précis. D'abord, avant la toute première séance, c'est la mesure de référence, la baseline. Ok. Ensuite, 5 minutes après la première séance, puis 5 minutes après la troisième et dernière séance, et enfin un suivi 72 heures après cette troisième séance. 4 points de mesure en tout, et qu'est-ce qu'ils ont mesuré concrètement? Plusieurs choses pour avoir une image assez complète. D'abord, les propriétés mécaniques du muscle trapèze supérieur. C'est-à-dire? Sa tension musculaire mesurée en Hertz, Hz, et sa raideur en newton par mètre, Nm. Ça se fait avec un appareil appelé myotonomètre, le Myoton Pro, dans cette étude. Il envoie une petite impulsion mécanique et mesure comment le muscle réagit. D'accord, tension et raideur. Quoi d'autre? La sensibilité à la douleur. Ils ont mesuré le seuil de douleur à la pression, le PPT, en Nm carré, Comment on mesure ça? avec un algésimètre. C'est un appareil qui applique une pression progressive sur le point gâchette. L'athlète dit quand la sensation devient douloureuse. Plus le seuil est élevé, moins on est sensible à la douleur à cet endroit. Logique. Et au niveau fonctionnel? Ils ont mesuré la force isométrique maximale du trapèze supérieur, la Fmax, en kilogrammes force, kgf. Là, c'est avec un dynamomètre manuel, j'imagine. Exactement. On demande à l'athlète de résister à une force appliquée par l'appareil. D'accord. Force. Il manque la mobilité, non? Si. Ils ont aussi mesuré l'amplitude de mouvement du cou, le ROM, en degrés, spécifiquement pour l'inclinaison latérale et la rotation de la tête. Et ça, avec quoi? Un goniomètre électronique, pour avoir une mesure précise. Parfait. On a donc la tension, la raideur, le seuil de douleur, la force et l'amplitude. Mesurés avant, pendant et après le protocole. C'est très complet. Oui, ça permet vraiment de voir les effets sous différents angles. Alors, venons-en aux résultats. Qu'est-ce que ça a donné, cette comparaison? Premier point crucial, au départ, avant toute intervention. Point très important. Aucune différence significative entre les deux groupes au début de l'étude pour aucune des mesures. Les groupes étaient comparables. Exactement. Ils partaient sur un pied d'égalité, ce qui est essentiel pour pouvoir attribuer les différences observées ensuite aux interventions elles-mêmes. Ok.
Alors, après les 3 séances et le suivi, qu'est-ce qui se passe quand on compare le groupe MTDN avec vrai drain needling et le groupe contrôle avec le faux? Alors, allons-y mesure par mesure. Pour la tension musculaire, MT, Oui? le groupe MTDN avait une tension significativement plus basse que le groupe contrôle après la troisième séance. L'effet était même considéré comme large statistiquement, donc un avantage net pour la combinaison. D'accord. Et pour la raideur musculaire MS? Même tendance, et même plus marquée. La raideur était significativement plus basse dans le groupe MTDN après la troisième séance. Effet large aussi. Et cette différence persistait, et s'accentuait même, 72 heures après la fin du traitement. Là, l'effet était très large. Ah oui, donc ça semble durer pour la raideur? C'est ça. L'avantage de la combinaison sur la raideur semble s'installer dans le temps, au moins sur ces 72 heures de suivi. Et pour la douleur? Le fameux seuil de douleur à la pression, PPT? Alors là, c'est intéressant. Le groupe MTDN a montré une amélioration plus importante, c'est-à-dire un seuil de douleur plus élevé, moins de sensibilité. Ce qui est mieux. Oui, c'est mieux. Mais cette différence par rapport au groupe contrôle n'est devenue statistiquement significative qu'au tout dernier moment de mesure, C'est-à-dire? 72 heures après la troisième séance. Avant ça, bien que le groupe MTDN allait mieux, la différence n'était pas assez grande pour être considérée comme statistiquement significative par rapport au groupe contrôle. Donc, un effet retardé sur la douleur mesuré comme ça? Exactement. L'avantage de la combinaison MTDN sur le seuil de douleur ne s'est manifesté clairement qu'à ce dernier point de suivi. Attends, ça c'est vraiment intéressant. Si la combinaison MTDN est meilleure pour la tension, la raideur, et finalement aussi pour le seuil de douleur, qu'en est-il de la force et de l'amplitude de mouvement? Logiquement, ça devrait suivre, non? Eh bien, c'est là que les choses se nuancent fortement. Hein? L'étude n'a trouvé aucune différence significative entre le groupe MTDN et le groupe contrôle pour la force maximale, Fmax, ni pour l'amplitude de mouvement, ROM. Aucune différence? À aucun moment? À aucun des moments de mesure, que ce soit après la première séance, après la troisième ou 72 heures plus tard. Sur ces deux paramètres-là, la combinaison n'a pas fait mieux que la thérapie manuelle seule avec le sham needling. Ah, d'accord. Donc, l'avantage de combiner thérapie manuelle et dry needling, il est spécifique à certains aspects, tension, raideur, seuil de douleur, mais pas à d'autres, comme la force ou la mobilité globale. C'est exactement ça. C'est une distinction très importante qui ressort de cette étude. Avant d'interpréter tout ça, est-ce que les deux groupes se sont quand même améliorés par rapport à leur été initial, pas? Ah oui, absolument. Et c'est un point clé aussi. Les deux interventions, que ce soit MTDN ou la thérapie manuelle avec le faux needling du groupe contrôle, ont toutes les deux entraîné des améliorations significatives par rapport à la baseline pour la plupart des mesures. Donc même la thérapie manuelle seule, telle qu'administrée ici, est efficace. Oui. Dans les deux groupes, la tension et la raideur ont bien diminué, le seuil de douleur a augmenté, la force s'est améliorée et l'amplitude de mouvement aussi, après les 3 séances. La thérapie manuelle seule est déjà bénéfique. La question était de savoir si ajouter le DN faisait encore mieux. Et la réponse est? Oui, mais seulement pour certains paramètres. C'est ça. Et il y a aussi des dynamiques temporelles intéressantes. Par exemple, comme on l'a vu, la raideur musculaire, elle, continuait de s'améliorer significativement jusqu'à 72 heures après la fin du traitement, dans les deux groupes d'ailleurs. L'effet perdure. D'accord. Par contre, pour la tension musculaire et la force, l'amélioration maximale semblait être atteinte juste après la troisième séance. Il n'y avait pas vraiment de gain supplémentaire notable 72 heures plus tard. Ça plafonnait en quelque sorte. Et le seuil de douleur? Lui, il s'améliorait progressivement tout au long du protocole dans les deux groupes, mais comme on l'a dit, l'avantage statistique de la combinaison MTDN n'est apparu qu'à la toute fin, à 72 heures. Bon, alors mettons tout ça en perspective. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Pour un athlète, pour un thérapeute? Le message principal, je pense, c'est que si l'objectif premier est de réduire de manière plus marquée et peut-être un peu plus rapidement la tension musculaire, la raideur et cette sensibilité locale à la pression au niveau des points gâchettes cervicaux, Oui. alors ajouter le dry needling à la thérapie manuelle semble être l'option la plus efficace d'après cette étude. Pourquoi cette combinaison serait supérieure sur ces points précis? Il y a des hypothèses? Oui, on peut en formuler. Le dry needling agit très directement sur le point gâchette. L'aiguille elle-même, par son action mécanique et les réponses physiologiques qu'elle déclenche, la fameuse secousse locale, des modifications biochimiques dans le muscle, une amélioration de la microcirculation, une modulation des signaux nerveux, de la douleur, tout ça cible vraiment le cœur du problème au niveau local.
D'accord. La thérapie manuelle, elle, vient compléter ça avec une action peut-être plus globale sur le tissu musculaire, le tissu conjonctif, par des mécanismes un peu différents, plus mécaniques externes. La synergie des deux semble donc particulièrement efficace pour dénouer ces tensions et diminuer la sensibilité locale. Et pour revenir à ce point étonnant, pourquoi ça n'améliore pas plus la force ou l'amplitude de mouvement que la thérapie manuelle seule? C'est une excellente question. Ça montre bien que les effets sont spécifiques. Le dry needling et la thérapie manuelle, ici, ciblent avant tout les problèmes tissulaires locaux. La tension, la douleur dans le muscle. Hmm. La force maximale, elle dépend de beaucoup d'autres facteurs, notamment neurologiques centraux. C'est la capacité du cerveau et des nerfs à commander efficacement les muscles, à recruter toutes les fibres. Je vois. Et l'amplitude de mouvement, elle, peut être limitée par autre chose que la simple tension musculaire. La raideur des articulations elles-mêmes, des ligaments, de la capsule articulaire. D'accord. Donc, ces thérapies agissent sur le muscle, mais peut-être moins sur la commande nerveuse ou les structures articulaires. C'est une interprétation plausible. Il semble que, sur la durée de l'étude, 3 séances et en suivi court, la thérapie manuelle seule était déjà suffisante pour obtenir des gains mesurables sur la force et la mobilité. L'ajout du dry needling n'a pas apporté de bénéfices supplémentaires quantifiables sur ces aspects-là. Bien sûr. Comme toute recherche, cette étude a ses limites. Les auteurs en sont conscients, on l'imagine. Oui, tout à fait. Ils le soulignent eux-mêmes. L'échantillon est très spécifique. Des jeunes hommes, athlètes de combat, niveau national. Donc attention à ne pas généraliser trop vite à d'autres populations, d'autres âges, d'autres sports ou aux femmes. C'est vrai. Le suivi après traitement est aussi relativement court, 72 heures. Ce serait intéressant de voir si les différences persistent ou évoluent sur plusieurs semaines ou mois. Mhm. Et puis, les mécanismes exacts, notamment pour expliquer ce délai d'apparition de l'effet sur le seuil de douleur, mériteraient sans doute des investigations plus poussées. Compris. Malgré ces limites, quelles leçons pratiques on peut en tirer pour le terrain? Je dirais qu'il y a 3 points principaux pour les praticiens et les athlètes. Oui. Premièrement, si l'objectif numéro 1 est une réduction rapide et plus importante de la tension, de la raideur et de la douleur à la palpation des points gâchettes cervicaux, alors la combinaison thérapie manuelle plus dry needling, MTDN, semble être l'option la plus performante, selon cette étude. Ok. Deuxièmement, Deuxièmement, si l'objectif principal est plutôt d'améliorer la force du trapèze ou l'amplitude globale des mouvements du cou, eh bien la thérapie manuelle seule, avec les techniques de compression et friction utilisées ici, semble donner des résultats similaires sur 3 séances. ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être éviter le côté invasif du dry needling dans ce cas précis. C'est une possibilité à considérer, en effet. Si la priorité n'est pas spécifiquement la tension ou la raideur locale, mais plutôt la fonction globale, force-mobilité, l'ATM seul semble déjà bien fonctionner sur cette durée. Et le troisième point? L'étude suggère aussi que, quelle que soit l'approche choisie, MTDN ou TM seul, il faut probablement prévoir un certain nombre de séances. Ici, c'est avec 3 séances qu'on a observé des bénéfices significatifs sur la plupart des mesures. Une seule séance isolée ne suffirait peut-être pas. D'accord, donc prévoir un petit cycle de traitement. C'est très concret. Voilà. Alors, si on devait résumer le message essentiel de cette analyse pour nos auditeurs, on pourrait dire que chez ces athlètes de combat avec des douleurs cervicales aiguës liées à des points gâchettes, Oui, la douleur. c'est ça. Mais, attention, sur la période étudiée, cette combinaison ne semble pas apporter d'avantages supplémentaires pour améliorer la force musculaire ou l'amplitude de mouvement du cou. C'est une excellente synthèse des résultats principaux. Si cette analyse vous intéressait et que vous souhaitez creuser tous les détails, la méthodologie précise, les chiffres, les discussions des auteurs, on vous encourage vraiment à consulter l'article original. Absolument, la lecture de la source est toujours enrichissante. Je rappelle le titre et les références. Combination of manual therapy and dry needling effectively improves acute neck pain and muscular tone and stiffness in combat sports athletes, a randomized controlled study. Par Kujdal et ses collaborateurs, publié dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2024. Facile à trouver avec ces informations. Et bien sûr, si ce type d'exploration approfondie de sources scientifiques vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Et peut-être pour terminer sur une petite question ouverte, une réflexion. Je t'en prie. Ce résultat sur le seuil de douleur ou l'avantage significatif de la combinaison MTDN n'apparaît vraiment qu'au bout de 72 heures. C'est assez intriguant, non ? Oui, c'est vrai, ce délai interpelle. Ça suggère que les effets combinés du dry needling et de la thérapie manuelle sur la modulation de la douleur pourraient
impliquer des processus physiologiques ou peut-être neurologiques qui prennent un certain temps à se mettre en place, à se consolider. Hmm. Quels sont exactement ces mécanismes à retardement? Comment cette combinaison influence-t-elle la sensibilité des nerfs ou peut-être l'inflammation locale à moyen terme? C'est une piste vraiment passionnante pour de futures recherches. Ça pourrait nous aider à affiner encore plus nos stratégies thérapeutiques. Une belle question pour la suite. Merci beaucoup pour cet éclairage détaillé. Avec plaisir.